Bonjour et bienvenue sur ce troisième et dernier épisode de mon cours sur les bases du Deep Learning. Dans l'épisode précédent, je t'ai présenté le neurone artificiel ainsi que les réseaux de neurones artificiels. Si tu as suivi mon cours sur les notions mathématiques de base pour le Deep Learning, tu as pu découvrir l'algorithme de rétropropagation du gradient, aussi appelé backpropagation. Je vais aujourd'hui t'expliquer comment utiliser cet algorithme afin de permettre à un réseau de neurones artificiels d'apprendre. J'utiliserai des exemples afin de t'aider à mieux comprendre. Pour le contenu de ce cours, je m'inspire des livres Deep Learning A Visual Approach de Andrew Glassner et Deep Learning rédigé par les chercheurs Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville. Ce sont deux ouvrages vraiment exceptionnels et si tu souhaites aller plus loin, je te conseille d'y jeter un œil. Je te laisse en description un lien menant à ces livres si cela t'intéresse. La partie finale a également été partiellement inspirée de la vidéo sur la backpropagation de la chaîne 3 Blue 1 Brown qui propose des vidéos d'une très grande qualité. Je laisse un lien de celle-ci en description. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet car on a du pain sur la planche. Remplis ta tasse de café, on est désormais parti. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les réseaux de neurones artificiels apprennent via un processus d'optimisation, c'est-à-dire en minimisant une fonction. En l'occurrence, les réseaux de neurones apprennent en minimisant la fonction d'erreur, qui indique à quel point le réseau de neurones s'est trompé sur ses prédictions. Car oui, le principe du réseau de neurones artificiels est d'utiliser des données en entrée afin de faire des prédictions liées à la tâche à accomplir, de la classification d'images, de la traduction de texte, etc. Afin de vérifier la pertinence de ces prédictions, le réseau utilise des données dites de vérité terrain avec lesquelles il va effectuer une comparaison et tenter de s'adapter en cas d'erreur. Et justement, une seconde chose à savoir est que les algorithmes de Deep Learning requièrent des données, beaucoup de données. Je parle ici de plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'exemples. Mais comment utiliser ces données exactement et surtout quel type de données utiliser? Eh bien, comme j'ai pu te le dire précédemment, un réseau de neurones peut servir à réaliser plein de tâches différentes. De la classification d'images, comme par exemple savoir si une photo contient un chat ou un chien, de la traduction d'un texte d'une langue à une autre, de la génération d'images, etc. Et pour chacune de ces tâches, les données requises ne sont pas les mêmes. On peut avoir des images, du texte, des nombres, des enregistrements audio, etc. Je vais te donner un exemple afin que tu visualises un petit peu mieux. Si tu souhaites savoir si une image contient un chat ou un chien, c'est une tâche de classification binaire, c'est-à-dire qu'il y a seulement deux réponses possibles, chat ou chien. Pour chaque image de la base de données, une réponse indiquant si l'image contient un chat ou un chien sera fournie. Ainsi, le réseau de neurones va prendre l'image souhaitée en entrée, puis transmettre l'information de l'image de couche en couche vers l'avant, de la même manière dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. Au final, il va réaliser une prédiction, c'est-à-dire indiquer si l'image contient un chat ou un chien. Ensuite, cette prédiction est comparée à la vérité terrain à l'aide de la fonction d'erreur. Bon, je m'excuse pour cette longue introduction, mais on y arrive. C'est maintenant que je vais t'expliquer en quoi le processus d'optimisation intervient dans l'entraînement des réseaux de neurones artificiels. Le créateur d'un réseau de neurones choisit la fonction d'erreur à utiliser selon la tâche à accomplir. Le principe de cette dernière est le suivant. Elle doit retourner une valeur élevée pour des prédictions fausses et inversement pour des prédictions vraies. Elle prend en entrée à la fois les prédictions et la vérité terrain afin de les comparer. Cette fonction a pour but de punir l'erreur. C'est un peu le jeu du bâton et de la carotte. À chaque fois que ton réseau fait une erreur, tu lui mets un coup de bâton pour le corriger. Lorsque celui-ci prédit une bonne réponse, tu l'encourages à continuer sur cette voie en lui apportant une carotte. En général, les valeurs de la fonction d'erreur sont bornées entre 0 et 1. 0 étant une prédiction exacte et 1 une prédiction totalement fausse. Et maintenant qu'on sait à quel point le réseau s'est trompé sur sa prédiction, comment lui faire apprendre de ses erreurs? Pour cela, nous allons avoir besoin de l'algorithme de backpropagation. Avant de te parler de celui-ci, je vais devoir te présenter la chain rule ou règle de la chaîne en français. Et rien de mieux qu'un exemple pour bien visualiser cette règle. Considérons une fonction à plusieurs entrées toutes simples. f de x, y et z est égal à x plus y, le tout fois z. Cette fonction peut se modéliser sous la forme d'un graphe de la manière suivante. On additionne x et y, puis on multiplie le résultat de l'addition par z afin d'obtenir la valeur de f. C'est tout simple. Comment peut-on obtenir la valeur des dérivées partielles de f par rapport aux entrées x, y et z? Delta de f sur delta de x, delta de f sur delta de y et delta de f sur delta de z. Déjà, disons que q est égal à x plus y. Les dérivées de q par rapport à x et y sont delta de q sur delta de x est égal à 1 et delta de q sur delta de y est égal à 1. On a alors f qui s'écrit f de x, y, z est égal à q fois z avec comme dérivée delta de f sur delta de q est égal à z et delta de f sur delta de z est égal à q. Nous avons déjà trouvé la valeur de la première dérivée partielle, delta de f sur delta de z, qui est égal à q,
qui est égal à x plus y. Il faut maintenant attribuer les valeurs aux entrées. Par exemple, x est égal à 2, y est égal à moins 3 et z est égal à 1. Delta de f sur delta de z est alors égal à moins 1. Qu'en est-il de delta de f sur delta de x et delta de f sur delta de y? Eh bien, nous avons besoin pour ça d'utiliser la règle de la chaîne qui nous dit que delta de f sur delta de x est égal à delta de f sur delta de q fois delta de q sur delta de x. Il faut s'imaginer que delta de q est une valeur qu'on ajoute à la fois en haut et en bas et qui au final s'annule. Donc l'équation présentée ici est vraie. Mais en quoi ça va nous aider d'écrire delta de f sur delta de x de cette manière? Eh bien, tu as la réponse sous les yeux. On connaît delta de f sur delta de q qui vaut z, mais aussi delta de q sur delta de x qui vaut 1. Donc delta de f sur delta de x est égal à z fois 1 est égal à z, et donc au final c'est égal à 1. La règle de la chaîne nous permet en réalité de décomposer notre dérivée partielle en deux sous-étapes qui nous permettent de simplifier le calcul au final. De la même manière, nous retrouvons delta de f sur delta de y est égal à delta de f sur delta de q fois delta de q sur delta de y. Ceci est égal à z fois 1, encore une fois, égal à 1. Cette chain rule a été présentée ici avec un exemple très simple, mais elle est encore davantage utile avec des fonctions complexes. Mais ce qui est fou, c'est que cette chain rule est vraiment la base pour pouvoir réaliser l'algorithme de backpropagation au sein d'un réseau de neurones. Et d'ailleurs, en quoi consiste cet algorithme de backpropagation? Eh bien, je vais te le détailler dans la partie qui va suivre. L'algorithme de backpropagation est l'élément fondamental des réseaux de neurones artificiels et leur permet de s'entraîner. Afin de bien comprendre le processus, voici un réseau de petite taille. Après avoir propagé les informations de la donnée d'entrée vers la sortie, ce qui est appelé un forward pass, la fonction d'erreur calcule à quel point le réseau s'est trompé. Notre objectif est de trouver en quoi un changement de valeur des paramètres des neurones va influer sur la valeur de la fonction d'erreur. Pour ceci, nous allons réaliser un backward pass avec l'algorithme de backpropagation. On va partir de la dernière couche et venir indiquer à chaque neurone comment il doit être ajusté afin d'améliorer le résultat de la fonction d'erreur. Le niveau d'ajustement est déterminé par les gradients de la fonction d'erreur par rapport au poids et au biais du réseau. Afin de savoir ce qu'est un gradient, je te renvoie vers ma seconde vidéo de notions mathématiques de base pour le deep learning. Pour les feignants, voici un rapide rappel. Le gradient est une généralisation du concept de dérivée pour les vecteurs. Par exemple, si l'on considère un vecteur x est égal à x1, x2 jusqu'à xn, le gradient d'une fonction f au point x est un vecteur contenant les dérivées partielles de toutes les valeurs de x. Autrement dit, le gradient de f au point x est égal à delta de f de x sur delta de x1, delta de f de x sur delta de x2, jusqu'à delta de f de x sur delta de xn. Celui-ci permet de déterminer comment changer l'entrée x afin de diminuer la valeur de la sortie de la fonction d'erreur. Je vais maintenant pouvoir enchaîner sur la suite. Comment calculer ces gradients? Si l'on considère les deux derniers neurones, leur valeur de sortie et le résultat de leur fonction d'activation respective, A exposant L et A exposant L-1. La fonction d'activation utilisée dans chacune des couches peut être différente, mais en général, on utilise la même pour tout le réseau. Cette dernière est une fonction non linéaire et est essentielle car elle permet au réseau d'apprendre des patterns de données complexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fonction, mais voici plusieurs exemples de fonctions d'activation les plus utilisées. La fonction sigmoïde, la fonction relu ou encore la fonction tangente hyperbolique. La fonction d'erreur calcule à quel point la valeur du neurone de sortie est éloignée de la vérité terrain y. Cela peut se représenter par le calcul d'une simple distance, a exposant L moins y au carré, qui est en fait la différence entre la valeur de sortie de la fonction d'activation de la dernière couche avec la vérité terrain. Sachant que la fonction d'activation est la fonction sigmoïde, on peut noter a exposant L de cette manière, en prenant en compte la valeur de poids ainsi que la valeur de biais du neurone auquel on est actuellement et le résultat de la fonction d'activation de la couche précédente. On introduit une valeur de z pour simplifier les calculs. Z exposant L est égal à W exposant L fois A exposant L-1 plus B exposant L. D'où A exposant L est égal au résultat de la fonction sigmoïde qui prend en entrée Z exposant L. Je vais désormais te dessiner un graphe qui va te permettre de comprendre ce qu'il se passe derrière les formules précédentes. Z exposant L est obtenu en combinant la valeur de sortie du neurone précédent ainsi que le poids et le biais associé. On applique ensuite la fonction d'activation sigmoïde pour obtenir A. Et la fonction de coût est obtenue en trouvant la différence entre A et la vérité terrain Y. On pourrait remonter encore plus loin car A exposant L-1 dépend des valeurs W exposant L-1, B exposant L-1 et A exposant L-2.
2. Et on voit bien au travers de ces formules le processus de forward pass. Chaque couche prend les sorties de la précédente afin de réaliser un nouveau calcul. Chaque valeur dans ce graphe est un nombre. Notre rôle est de trouver à quel point l'erreur est sensible à un petit changement dans l'un de ces nombres. Si l'on définit un changement dW dans le poids W exposant L, quelle sera la valeur du changement dans l'erreur DC? Autrement dit, on recherche le ratio delta C sur delta W exposant L. Or, delta W cause un petit changement dans Z exposant L qui se note delta Z. Celui-ci cause un changement dans A exposant L qui se note delta A qui au final cause un changement AC. On peut alors noter delta de C sur delta de WL est égal à delta de Z exposant L sur delta de W exposant L fois delta de A exposant L sur delta de Z exposant L fois delta de C sur delta de A exposant L. En regardant les ratios de ces petits changements, on obtient en fait la valeur de notre ratio souhaité. Et ce qu'on vient de faire, c'est simplement appliquer la règle de la chaîne. Comme je te le disais, la chain rule nous permet en réalité de remonter dans un réseau jusqu'à un poids précis afin d'obtenir sa dérivée partielle vis-à-vis de la fonction d'erreur. Mon exemple était ici très simplifié et on pourrait se poser la question de est-ce que ce serait généralisable à des réseaux plus larges, c'est-à-dire des réseaux avec plus de couches et plus de neurones par couche. Et la réponse est oui, on peut généraliser ce que je viens de te montrer avec davantage de neurones très facilement. La seule formule qui changerait serait la valeur du Z, qui serait désormais représentée par une somme de la valeur de tous les poids précédents. La seconde remarque que j'aurais à faire sur mon exemple, c'est qu'une seule valeur d'entrée a été utilisée afin de trouver l'erreur. Généralement, plusieurs données d'entrée sont utilisées afin d'avoir un changement plus représentatif des poids. On calcule l'erreur pour chacune de ces entrées, puis on réalise une moyenne. Celle-ci nous donne une valeur d'erreur finale utilisée afin de mettre à jour notre réseau. De même, je ne t'ai montré le processus que pour une partie du gradient, qui est formée de toutes les dérivées partielles de tous les poids et tous les biais du réseau de neurones. Cependant, le reste de calcul des dérivées partielles se déroule exactement de la même manière. La dernière étape du processus consistera à mettre à jour les poids du réseau à l'aide des valeurs du gradient. Pour cela, tu as simplement besoin d'utiliser l'algorithme de descente de gradient que je t'ai présenté dans ma seconde vidéo des notions mathématiques de base pour le deep learning. Voici l'algorithme détaillé. Tant que la fonction d'erreur est supérieure à un certain seuil, nous allons calculer les gradients du réseau avec ces deux valeurs. À l'origine, les valeurs de poids et de biais sont choisies aléatoirement dans le réseau. La valeur de epsilon utilisée pour mettre à jour les poids est appelée taux d'apprentissage ou learning rate en anglais. Cela détermine l'influence du gradient. Je te rassure tout de suite, tu n'auras généralement pas besoin d'utiliser tous ces calculs afin de mettre en place un modèle. Les librairies PyTorch et TensorFlow possèdent un module qui gère tout seul la backpropagation. Cependant, il est important que tu saches comment cela fonctionne afin de ne pas considérer le deep learning seulement comme une boîte noire. Cet épisode est le dernier de ma série d'introduction aux bases du deep learning. Si cette série t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire et abonne-toi. Des cours sur des concepts plus avancés sont à venir sur cette chaîne. On parlera notamment des réseaux de neurones à convolution ou encore des réseaux de neurones récurrents. Si d'autres sujets de vidéos t'intéressent, je suis à l'écoute de toute proposition. En attendant, je te donne rendez-vous dans de futurs cours et à très vite.